Bonsoir à tous. Le sujet que nous vous proposons ce soir vous concerne à coup sûr, car demain vous pourriez parfaitement vous retrouver à la place des interlocuteurs de notre reportage. Il suffit en effet que derrière le volant de votre voiture ou sur votre moto, vous appuyez un peu trop fort sur le champignon et là, la grosse matraque de la justice va frapper très très fort. Frapper très fort, c'est un faible mot. Sonner, mi-KO, briser même, affirment ceux qui ont passé entre les griffes de la nouvelle Via Sicura. Ce programme de mesures vise à faire baisser le nombre de morts et de blessés sur les routes en punissant sévèrement les chauffards. Désormais, un gros dépassement de vitesse peut valoir une amende de plusieurs milliers de francs, mais aussi une peine de prison ferme d'au moins 1 an, plus qu'un dealer de drogue. Dominique Vimin et Noël Tortajada ont retrouvé plusieurs de ces chauffards que la justice traite comme des délinquants de la route. Certains, vous le verrez, sont les victimes d'un excès occasionnel. Pourtant, ils ont perdu leur emploi à cause de leur écart de conduite dont ils n'ont pas fini de mesurer les conséquences. Attention, pas question dans ce reportage de nier le fait que les morts sur la route sont presque 10 fois moins nombreux qu'en 1970, par exemple, grâce à la répression. Mais la question de savoir si la loi va trop loin, comme l'affirment même des magistrats, mérite d'être posée. Sortie de Grange-Marnant sur la Nationale 1 direction Payerne. Un contrôle de vitesse est mis en place pour quelques heures sur une route limitée à 80 km/h. L'agent en charge du radar installe son matériel, système de détection laser et appareil de photo. Le tout est relié à un ordinateur qui répertorie et classe les infractions. Cette installation prend une bonne heure avant que le contrôle ne soit opérationnel. Une fois en place, l'agent communique par radio avec ses collègues du poste d'interception. Poste d'interception de radar pour un VV44 blanc à 122, 16h54. Contravention. Explication. Indignation, limitation, superpollution. Consommation. Boum, collision. Poste d'interception de radar pour l'Opel jaune à 108. Trois kilomètres plus loin, une patrouille composée de 4 agents se charge d'intercepter les conducteurs les plus véloces. Merci monsieur. Vous avez votre livret de séjour, livret d'établissement en Suisse, s'il vous plaît? Le permis. Oui, volontiers. Vous l'avez à la maison, pas de souci, aucun problème. Audi noir TT à 108. Allez à droite s'il vous plaît. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Pourriez me présenter le permis de conduire et la carte grise du véhicule s'il vous plaît. Vous étiez à 108 km/h. Ils sont le vis d'être 4 km/h et 104, ça vous fait 24 km/h de trop. Merci, bonne fin de journée, au revoir madame. Cette conductrice risque un avertissement ou 1 mois de retrait de permis du côté du service des autos. Et elle sera dénoncée pénalement. Elle sera sanctionnée par une amende de quelques centaines de francs. C'est bon. Les plus gros excès de vitesse, eux, ne repartiront pas avec leur voiture ou leur moto. Plus de 1100 véhicules sont passés par là et auront été contrôlés ce jour-là pour près de 200 infractions, dont une trentaine seront dénoncées pénalement. La police aura procédé à une dizaine de retraits de permis immédiats. J'ai pas tant te dire ce que c'est, mais c'est une moto à 196. Poste d'interception, est-ce que tu m'as reçu pour une moto à 196? C'est 4317 qui s'en occupe. Il est en t-shirt et en short et en casque bariolé. Ouais, c'est bon, j'ai compris, on est dedans. Parce qu'il a un bout, il ne peut pas dépasser de toute façon. 196 km/h sur une moto.
Sur une route à 80, c'est la grosse prise de la journée, du mois, voire de l'été. Avec la réduction des 5 km usuels, ce motocycliste a dépassé la vitesse autorisée de 111 km à l'heure. Mettez votre moto là au bord, vous pouvez la laisser là. Hein. Pourquoi? Quelques jours. Hein. Pourquoi? C'est comme vous êtes. Ouais, bah c'est le t-shirt et un short, mais je sais que je devrais pas rouler comme ça. Ouais, mais son 96, son t-shirt et un short, c'est peut-être pas terrible. Hein. Où? À Goursmarne. Mettez-la au bord la moto, s'il vous plaît. Voilà, préparez le permis de conduire, carte grise. Vous rentrez dans ce qu'on appelle le Via Secura, donc dans le délit de chauffard. On va aller au poste de gendarmerie à Payerne. Donc vous aurez droit à un avocat commis d'office qui va venir. Donc on téléphone également au procureur. Et puis qu'on vous entende formellement par PV d'audition. La loi prévoit pour ce délit de chauffard une peine de prison de 12 mois au minimum, en général assortie du sursis. Mais à la prochaine infraction grave, ça sera la prison ferme. D'accord. Le délit de chauffard. Puis il n'a rien fait, il n'y a pas eu de blessé, il n'y a pas eu de problème. Alors le délit de chauffard, c'est un délit à part, nouveau, hein, puisqu'il est relativement récent depuis 2013. Alors il est lié bien sûr au programme de prévention de la Confédération Via Sicura. C'est une mesure phare du programme Via Sicura. Il est aussi en lien avec l'initiative qui avait été déposée à l'époque par l'association Road Cross, qui est une association d'aide aux victimes. Elle fait suite à différentes interventions parlementaires pour sanctionner des comportements qui sont absolument intolérables au volant. Et là, on se trouve face à un comportement qui est absolument intolérable aujourd'hui au volant. De tels excès de vitesse ne sont pas acceptables, même si auparavant, on avait déjà les moyens de les sanctionner, aussi bien au niveau administratif que pénal. Nous avons retrouvé notre motard 2 mois plus tard. Ben, ça m'a fait chier en fait, un peu sur le moment quand même. Il n'y avait personne devant moi, personne derrière moi, puis je me suis dit, bon, ben allez, je veux tester mon véhicule, quoi. Je veux voir ce qu'il a dans le ventre. Je laisse dans le véhicule et je garde dans les poches. Ben, le problème d'une moto, c'est qu'on entend le moteur qui tourne déjà nerveux. Même en étant à 80, en 6e, on entend que le moteur, il a envie de donner. Je veux dire, un petit peu trop, mais même sans vouloir. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé que sans vouloir, tu fais un dépassement, t'es beaucoup trop vite. Je veux dire, juste comme ça suffit pour être... Ben ouais, il n'y a pas besoin de rétrograder pour faire une vitesse... À partir de 80, 90, on peut donner, et puis jusqu'à 160, 170, sans rien. Je veux dire, même on réalise pas forcément qu'on va vite. Alors moi, j'étais vraiment fâchée. J'étais vraiment fâchée parce que je lui dis quand même, à ce moment-là, si tu veux faire de la vitesse, regarde pour aller sur un circuit. Voilà. Parce qu'on fait pas une telle vitesse sur une route. Même s'il n'y a personne, même quoi que ce soit, voilà. Et en plus, il n'était pas équipé pour. Ce samedi de juillet, Nicolas avait décidé de faire une pointe de vitesse avec sa moto, une Yamaha XJ6 rutilante. Dès la sortie du village, il a mis les gaz à fond et a atteint très vite les 191 km à l'heure. Alors pour lui, il faut qu'il comprenne qu'il a commis une infraction grave et que, alors pour le faire bien comprendre, souvent, ça n'est pas obligatoire, mais entre police et ministère public, ont l'habitude de faire une petite garde à vue, voire une nuit en prison pour une meilleure prise de conscience. Ça n'est pas nécessairement prévu par le code, mais c'est une pratique. Je lui dis oui, mais on vient te chercher. Il me dit non, je dois dormir sur place. Je dis mais on ne dort pas sur place pour un excès de vitesse. Bon, ça m'a quand même énervé quand ils m'ont demandé de lever les pieds. Parce qu'au début, je comprenais pas pourquoi il essayait de me prendre la cheville. Puis après, j'ai vu qu'il y avait des menottes et là, je me suis dit, ah, quand même, dans ma tête, hein, je leur ai pas dit à eux, je me suis dit que quand même, c'était quand même grave de mettre des menottes aux pieds. Ah, déjà, ça fait mal. En plus, ils m'ont fait marcher un petit bout avec les menottes, descendre les escaliers, monter les escaliers. Je veux dire, pour un excès de vitesse, mettre des menottes aux pieds, je veux pas partir en courant dans le truc, hein, je suis pas malade. Si j'aurais tabassé quelqu'un ou planté quelqu'un ou agressé quelqu'un au pistolet, là, je comprendrais qu'on me mettrait des menottes aux pieds. Pour un excès de vitesse, là, je comprends pas du tout qu'on mette des menottes aux pieds. Aux mains, d'accord, mais pas aux pieds. Ça, j'ai pas aimé du tout, en fait. J'ai l'impression qu'on me traitait comme un criminel, en fait. Je
trouve pas normal que, comme quoi, moi j'ai fait un excès de vitesse, je suis conscient que j'allais vite, mais mon but c'était pas de tuer quelqu'un. Dire qu'on mette des menottes aux pieds et aux mains, je trouve que c'est aux criminels qui font ça, c'est pas aux gens qui ont voulu faire un excès de vitesse. Mon but c'était pas de tuer quelqu'un. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ça en fait. Il sera sanctionné au terme d'une procédure et des auditions, il sera sanctionné par cette peine minimale d'une année de prison. Ça veut dire quoi? Contre laquelle on ne pourra rien faire. Alors s'il n'est pas déjà un multirécidiviste, il a droit au sursis, ce qui est la bonne nouvelle. Il aura droit au sursis. Donc c'est une chance qui lui est tout de même laissée pour comprendre qu'il vaut peut-être mieux vendre la moto ou en tout cas d'avoir le poignet moins souple quand il retrouvera un permis dans 2 ans. Sur ordre du procureur, la moto est saisie, confisquée et séquestrée. Il n'est pas certain que Nicolas récupère son engin. On est dans le cadre du crime de chauffard. Selon les nouvelles normes de via sicura, le procureur peut ordonner la saisie du véhicule, voire même la saisie de tous les véhicules qui sont en main du chauffard, et par la suite réaliser le véhicule, c'est-à-dire le vendre ou alors le détruire. Là, on est dans le domaine pénal. Mais il y a la deuxième couche qui vient compliquer la vie des auteurs des plus gros excès de vitesse. Le service des autos qui va décider de la durée du retrait de permis. Du moment où vous commettez une infraction en matière de circulation routière, il y a à coup sûr 2 procédures qui vont se mettre en place. Une qui aura une couleur pénale, avec à la clé des amendes, une peine pécuniaire, et puis une qui aura une couleur administrative. Et on va toucher votre droit de conduire. Ces 2 procédures sont totalement indépendantes l'une de l'autre. C'est ce que découvre Hervé à ses dépens. Contrairement au jeune Nicolas, il échappe de peu au label chauffard, selon Via Sicura. Motard lui aussi, il se permet un 134 km/h sur une route à 80. Une petite grimpette. Et merci le vélo électrique. Un excès de vitesse assez grave pour lui donner le temps de goûter aux joies d'une autre catégorie de 2 roues. J'ai eu la faiblesse de me faire le plaisir d'une accélération. Les motards se reconnaîtront. Voilà. Vous étiez à combien? J'ai été attrapé à 140 km/h au lieu de 80. Sur cette portion, parfaitement dégagée, sans croisement. Il nous a pris pour un radar. À l'arrivée, l'addition est lourde pour Hervé. 12 mois de retrait de permis, 4 500 francs d'amende et 18 000 francs de jour amende avec sursis. De quoi nourrir quelques regrets. Oui, des regrets puisque ma situation personnelle devient compliquée du fait de cette loi qui est finalement très très excessive de mon point de vue, égoïste soit, et intransigeante. Donc aucune ouverture, aucune empathie ni circonstance atténuante. Et là où je suis un petit peu, j'ai envie de dire, troublé, c'est que ma punition, qui est lourde, est finalement beaucoup plus lourde que tout individu faisant état de malveillance, un voleur, un maltraiteur, un violeur, que sais-je. C'est quand même exagéré, c'est vraiment exagéré. Il me semble que les autorités judiciaires ne prêtent aucune attention aux circonstances atténuantes dans ce cas-là. Aucune. C'est-à-dire que c'est systématique, c'est une charia routière, c'est une loi qui exagère et qui ne veut voir aucune différenciation entre les usagers. Vous avez ceci, vous êtes coupable et vous passez à la casserole. Et là aussi, je l'ai un petit peu en travers de la gorge. Si c'était la charia, on lui couperait, je sais pas quoi, puisqu'il conduisait avec ses mains, on lui couperait les mains peut-être. Je pense que c'est une peine sévère et appropriée à son cas. Et vous imaginez ce que ça représente de passer de 60 km/h à un endroit. Ça veut dire
C'est peut-être, je ne connais pas les circonstances, mais je peux m'imaginer que c'est peut-être à un endroit où il y a des débouchés de route agricole. Il peut y avoir de manière inopinée un tracteur qui sort, c'est le drame. Pour lui, pour la personne sur le tracteur, je veux dire, c'est absolument insensé. Pourtant, il y a certaines routes où il est facile de rouler trop vite. Là où parfois les limitations s'empilent en quelques centaines de mètres. Jacques Roulet, fondateur du réseau Avocats de la route, nous emmène faire un tour sur l'autoroute en direction de la douane de Bardonnay. Il nous montre comment on peut faire un excès de vitesse pratiquement malgré soi. Là, il faudrait déjà que vous ralentissiez un peu plus puisque c'est 60 déjà ici. Est-ce que vous êtes toujours dépassé? Oui, vous faites même devancer par un poids lourd. Voilà, mais vous voyez, typiquement, vous n'êtes pas, vous êtes déjà 20 km/h en dessus de la vitesse. Au moment où c'est 40 km/h. Et vous faites dépasser. C'est incroyable que nous soyons revenus presque au Moyen-Âge, parce qu'on ne punit plus l'humain pour la faute qu'il a commise. Et je le répète, le conducteur qui va traverser un village à côté d'une école où sortent des enfants à 100 km/h alors que c'est limité à 50 ou à 40, on est tous d'accord qu'il faut le punir, il faut le mettre en garde, il ne faut pas le laisser faire. Mais celui qui se trouve sur l'autoroute, que ce soit à Bardonnay ou ailleurs, parce qu'il y a un panneau 40, pas souvent intelligemment posé, qui ne le voit pas suffisamment, qui ne lève pas le pied suffisamment, on ne peut pas lui dire « Monsieur, vous êtes un criminel de la route, vous devez aller 1 année en prison ». Ça n'est pas possible. Ça n'est pas notre droit pénal. Là, on est dans l'erreur. Et je ne suis pas le seul à le dire. Parce que des magistrats eux-mêmes qui sont chargés d'appliquer la loi sont obligés de le constater aussi. Que c'est clair que si la route est droite, qu'il n'y a absolument personne, c'était fermé comme dans un circuit, on n'aurait absolument pas de souci avec cette vitesse probablement, mais c'est pas le cas. La vraie vie, c'est complètement différent. C'est un vélo tout à coup qui passe, c'est un enfant qui court après un ballon, et c'est vraiment ça. Il faut, quand on conduit, on doit être prêt à penser à quelque chose de totalement inhabituel. Et c'est justement l'inhabituel qui conduit au retrait de permis. Et un retrait de permis peut avoir un gros impact sur le quotidien des contrevenants. Pas seulement dans la vie privée, mais aussi dans le travail. Imaginez le chauffeur de taxi, le livreur de colis express, le représentant de commerce, l'installateur sanitaire, le dépanneur de voitures sans permis de conduire. Ce sont des vies professionnelles qui s'effondrent. Et c'est justement ce qui est arrivé à Vincent. Il est chauffeur de camion, c'est toute sa vie, c'est son royaume, de jour comme de nuit. Moi j'adore mon métier, j'adore faire ce boulot, les trajets m'embêtent pas, j'ai toujours autant de plaisir de travailler avec mon camion que quelqu'un qui est dans un bureau, quoi. Alors là on est plein, on va vider à Berne, précisément à Oberwangen. On va vider, après on va recharger du goudron pour l'autoroute A12 entre Matran et Bulle. Puis après on fera 2 voyages de goudron. Là maintenant on rentre à la maison, la journée est finie. On va aller faire le plein du camion, laver le camion. Après on va aller au lit. Ce n'est pas à bord de son 28 tonnes que Vincent a commis son excès de vitesse. Il s'est fait flasher, tout bêtement, au volant de sa voiture. Moi je me suis fait choper au radar en discutant, j'étais sur une route à 80, en discutant avec la personne qui était à côté de moi, j'ai pas regardé le compteur de vitesse, puis j'étais à 116 au moment du flash. La route était droite, il y avait du soleil, il n'y avait vraiment rien pour gêner à ça. Alors après, je suis évidemment rentré chez moi, c'est vrai que j'étais un peu énervé, comme toute personne qui se fait flasher. J'ai essayé de me calmer, tout ça, puis c'est après où j'ai été sur Internet regarder un peu les conséquences qu'il pourrait y avoir. Et puis j'ai aussi tout de suite averti mon ancien employeur, comme quoi je m'étais fait flasher à un radar et puis que je pouvais pas... Voilà, que je risquais un retrait de permis. La mauvaise nouvelle tombe très vite. En plus d'une solide amende de 800 francs, il doit subir un retrait de permis de 6 mois. Vincent vit un véritable cauchemar. Il risque de perdre son travail. Heureusement, son avocat réussit à ramener la peine à 3 mois.
ce qui finalement n'empêchera pas son patron de le licencier. Je me suis quand même retrouvé au chômage. Puis avec le chômage, j'ai pas touché énorme de salaire. Hein. J'ai touché 1 mois de salaire, c'est tout. Puis pour eux, c'est une faute grave de perdre son permis en étant chauffeur. Donc il y a des pénalités et puis tout ce qui va avec. J'ai des bons amis, je me suis fait sortir, j'ai pu aller en camion avec des amis. Un retrait de permis, on en a de toute façon un dans sa vie. Ça, on me l'a toujours dit. Moi, je l'ai vécu maintenant, donc maintenant, il faut que je fasse attention. Et pourquoi vous avez cette voiture? Parce que, en attendant la nouvelle, vu que j'ai vendu l'autre, je roulais avec la voiture de ma copine. Ça fait quoi de rouler avec cette voiture? Ça peut pas en avant. Non, c'est vraiment... Il n'y a pas de confort, quoi. Vraiment... Ouais, mais ça évite de faire des excès de vitesse, des voitures comme ça. Ah, ça, c'est sûr, alors, ouais, parce que pour arriver à 120 sur l'autoroute, je dois presque sortir la grande voie, aller les rames. Pour moi, je me sens déjà pas en sécurité là-dedans parce que c'est trop petit. Et puis c'est après, au niveau puissance, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de puissance. Si Vincent a vite retrouvé du travail et un camion, il n'en va pas de même pour Thomas, irréprochable conducteur depuis plus de 40 ans. Sa vie a basculé sur une route ensoleillée entre Luçon et Moudon. Chauffard malgré lui et chômeur malgré tout. J'ai 59 ans, je suis au chômage maintenant depuis 1 mois. Puis tout ça pour 30 secondes rouler trop vite. Thomas se rendait à son travail à Lausanne. Il était un peu en retard. La route était droite et bien dégagée. La limite était à 80 km/h. Il a effectué un dépassement. Il a accéléré un peu, beaucoup trop, 143 km/h. Il se fait flasher et intercepter par la police. Il comprend très vite qu'il ne repartira pas avec sa voiture et qu'une cellule l'attend au centre de la Blécherette de la police vaudoise. Et puis à la Blécherette, j'ai dû attendre que l'avocat commis d'office vienne. Alors on m'a mis dans une salle fermée, type salle de dégrisement, à 10h du matin, en costard-cravate. Et puis quand l'avocat est venu 1h30 après, donc il m'a juste dit qu'il était là pour la forme et que lui pouvait de toute façon rien faire. Et puis qu'il fallait attendre d'être déféré devant le juge, donc devant le procureur. C'est clair que j'avertis tout de suite mes clients avec qui j'avais rendez-vous, j'avertis ma hiérarchie, etc., que voilà, j'ai eu un petit problème de vitesse. Et puis, je fais mes 100 pas dans cette cellule. On vous a pas mis les menottes? Juste pas. On m'a dit gentiment, on ne vous fait pas enlever les lacets, on vous enlève la cravate, mais c'est vrai comme si j'avais été un criminel. La liste est longue pour Thomas. Il doit même passer une expertise psychologique à ses frais. À ça s'ajoute un abonnement général pour pouvoir continuer de travailler dans un premier temps. Dans un deuxième temps, malgré cet investissement personnel, il se fait virer par son employeur. Et à 59 ans, pas facile de regagner un emploi. Il a tout perdu, permis, voiture, travail et beaucoup d'argent. On m'a proposé de faire une procédure simplifiée. Et cette procédure simplifiée, c'était d'accepter ces 12 mois de prison avec 2 ans de sursis, parce que c'était le minimum légal, puis que je ne voulais pas faire recours, etc. Alors c'est ce qui vous a donné 12 mois? Alors moi j'ai eu 13 mois, parce qu'il a ajouté 1 mois pour éviter éventuellement des discussions avec le procureur-chef, etc. Alors, juste avant, il y avait un dealer notoire qui a été multirécidiviste, qui a été condamné avant moi. Donc je vous dis ça parce que c'est le procureur qui me l'a dit. Il m'a dit, il est malheureux pour moi parce que celui qui était avant moi, il mériterait beaucoup plus, mais moi j'ai plus que lui, juste pour un dépassement de vitesse. Puis ce qui est étonnant, c'est que quand vous discutez avec les gens qui ont voté, donc les parlementaires entre autres, entre quatre yeux, tout le monde vous dit, oui, on ne pensait pas à des cas comme ça, on pensait vraiment à ces petits jeunes de Genève qui font les imbéciles sur les routes. Mais là, apparemment, on se trompe vraiment de cible, quoi. Je pense que c'est un des gros problèmes de cette norme qui a été dictée par le législateur, c'est qu'en fait on a voulu viser certaines situations de fous furieux qui font des courses-poursuites en mettant en danger X personnes, on a voulu viser ces personnes-là. Et en réalité, la manière dont on a défini l'infraction a pour conséquence que l'on attrape aussi des gens qui ne sont pas dans cet état d'esprit ou qui ne sont pas dans cette mentalité, qui n'étaient pas le public cible, si j'ose dire, qui était visé par le législateur au départ. Qu'un avocat spécialiste du droit de la circulation critique la loi via Sicura, on peut le comprendre,
Mais qu'un procureur avoue son embarras, c'est le signe d'un gros malaise du côté du ministère public. Si on avait réussi à trouver un système pour s'en prendre à ces personnes sans forcément avoir à toucher l'ensemble des automobilistes, j'aurais bien vécu avec Via Sicura. Le problème que j'ai, c'est que en augmentant ces seuils, on se retrouve parfois à sanctionner des gens qui sont des délinquants de hasard. Le cas que je citais d'un dépassement de vitesse pour dépasser un autre véhicule. On n'arrive pas à faire la part des choses et à forcément tomber sur ces multirécidivistes ou ces gens vraiment dangereux qu'on souhaitait avoir là-dedans. Fabien Gasser, le procureur général du canton de Fribourg, se sent libre de critiquer la loi Via Sicura et d'en parler dans les médias. Contrairement à ses collègues qui pourtant n'en pensent pas moins. Mais écoutez, on a une séparation des pouvoirs, le législatif se permet de critiquer le judiciaire lorsqu'il le faut, l'exécutif, etc. Donc la séparation des pouvoirs me met parfaitement à l'aise pour dire que en tant que représentant du pouvoir judiciaire, je suis mal à l'aise avec une décision du pouvoir législatif, oui. Mais il y a plus grave avec les véhicules en situation d'urgence, ceux qu'on appelle les feux bleus. On est inquiet dans les milieux de la police, des pompiers et des ambulanciers. Leur quotidien, c'est d'enfreindre le code de la route pour les meilleures raisons. Cependant, le policier, le pompier ou l'ambulancier, embarqué dans une course d'urgence, peut se retrouver très vite dans la posture du chauffard. Ça inquiète ces milieux parce qu'on a criminalisé. Avant, c'était un délit, l'excès de vitesse. Maintenant, l'excès de vitesse massif est un crime. Et comme on demande aux policiers d'agir avec proportionnalité, c'est-à-dire de ne pas commettre un crime parce qu'ils font leur travail et ils ne comprennent pas pourquoi, dans le cadre de leur travail, on leur met ce type d'empêchement. À la Blécherette, du côté de la police cantonale vaudoise, on confirme que la situation est délicate pour les policiers contraints d'intervenir en urgence. Pour le commandant de la police, la chose n'est pas nouvelle. Alors je dirais que Via Sicura a accentué un problème qui existait déjà, à savoir est-il légitime de considérer le policier dans l'exercice de sa mission comme qui commet un excès de vitesse comme un automobiliste ordinaire. Nous n'avons pas de permis spécifique professionnel pour les policiers, ce qui veut dire que le policier qui, par hypothèse, se voit retirer son permis en relation avec une mission professionnelle, la sanction s'applique également sur le compte privé, ce qui est à quelque part un peu délicat. La police a une formation qui va largement au-delà du simple citoyen pour conduire des véhicules parce que ça rentre dans sa mission. Et dans le cadre de sa mission, la police est régulièrement amenée à devoir intervenir très rapidement pour sauver des vies, voire dans certains cas ne pas respecter les lois sur la circulation routière. Et il est évident que les missions de la police étant ce qu'elles sont, la formation des policiers doit être pointue et un policier doit être à même de maîtriser son véhicule à des vitesses beaucoup plus élevées dans des situations qui vont au-delà de ce que monsieur et madame tout le monde connaissent. Et c'est à Tourtemagne, en Valais, sur une piste d'aviation désaffectée, que policiers, ambulanciers et autres conducteurs de véhicules d'urgence s'entraînent à conduire dans des conditions extrêmes. Le sergent va rouler sur la voie gauche à 90 km/h, venir dans notre direction. Quand à un certain moment, un accident se produit sur la chaussée opposée, au cours duquel un objet va être projeté sur sa voie de circulation. Et ces gens-là prennent des cours, ils sont formés à une conduite rapide dans des situations d'urgence, donc ils ont une compétence supplémentaire. On ne pourrait pas envisager un permis particulier pour ces gens-là ? Oui, c'est peut-être une solution, mais je pense pas qu'il faille non plus donner une licitation, une autorisation générale de rouler à des vitesses plus élevées que les autres. Déjà aussi pour des questions d'exemple. Vous allez bien entendu éviter sur la droite, donc vous allez donner un gros coup de volant à droite. Donc c'est un coup qui doit être énergique, un coup de volant vraiment rapide. Donc au lieu de revenir simplement en position 0 avec le volant, vous allez complètement revenir à gauche. Donc ça fait
droite et je reviens complètement à gauche. Ce fait, votre voiture, elle va se remettre à plat. Tu peux pas avoir une bonne trajectoire, là. Regarde, t'as vu où tu vas? Tu prends ton virage en carré. Ce que les gens oublient de dire, c'est qu'un policier puni sur le plan pénal, il est puni sur le plan interne. Imaginez que vous avez un policier qui prenne de la prison ferme parce qu'il a eu récidive, parce qu'il n'a pas eu de chance et puis qu'il a eu 2 ou 3 accidents. Eh bien, vous pouvez imaginer qu'il y aura un licenciement. On ne peut pas garder un policier qui va se faire 6, 8 ou une année de prison. C'est absolument pas possible. La Fédération suisse des fonctionnaires de police a interpellé, alors évidemment, les députés à Berne pour qu'effectivement la loi soit changée pour qu'on puisse faire notre travail correctement. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, eh bien, c'est qu'on ne peut pas faire notre travail correctement pour le moment. On est vraiment péjoré dans notre mission actuellement avec ce problème Via Secura. Parce que je peux vous dire que perdre son travail parce qu'on a fait son boulot puis qu'on a sauvé une vie, c'est juste quelque chose qui me paraît absolument incroyable, plus que choquant, c'est impossible. Si nous arrivons à la constatation que le policier renonce finalement à sa mission parce qu'il a peur d'encourir une sanction pénale ou une sanction administrative sévère, ça sera la démonstration absolue que la loi est mal faite. À défaut d'être contestable, cette loi Via Secura est contestée de toutes parts. Donc il faudrait la revoir, la corriger et l'amender. Oh, il n'y a pas de loi parfaite. Ça n'a aucun sens de parler d'une loi parfaite. Donc on peut toujours songer à amender une loi. Si ça vient avec des propositions sensées, on se penchera dessus. Et il y a peut-être bien des choses encore qu'on peut améliorer. Mais à mon avis, c'est de l'ordre du détail. Mais il n'y a pas que des chauffards sur la route. Il y a aussi ceux qui, dans un moment d'égarement ou dans une situation d'urgence, font un excès de vitesse dont ils n'imaginent pas les conséquences. Surtout que la loi ne prend pratiquement jamais en compte les circonstances particulières. Quand Michel ne conduit pas des trains de 100 km/h à travers la Suisse, il endosse pour le plaisir l'habit noir de chauffeur de locomotive à vapeur sur les rives du lac de Joux. C'est une de ses passions. Vitesse maximum, 45 km/h. Un conducteur de train ne peut pas se permettre de prendre son service en retard. Un jour, juste au moment où il s'apprête à partir au travail en voiture, il doit emmener son fils à l'hôpital en urgence. Sa femme ne conduit pas et c'est là qu'il faut faire un choix, le train ou la famille. Donc ma femme, elle a commencé à s'énerver, oui, il faut l'amener à l'hôpital, etc., etc. Le temps commençait à monter. Les minutes ont commencé à passer un peu plus vite, puis d'un coup, je me suis rendu compte que j'étais juste à l'heure. J'ai téléphoné à mon travail, puis je leur ai demandé si je pouvais venir un petit peu plus tard. Et puis ils m'ont dit que non, c'était pas possible, parce qu'il n'y avait personne pour remplacer mon début de service. Donc je me suis un petit peu inquiété, évidemment. J'avais mon fils qui avait des problèmes, j'avais encore du retard à mon travail. Et puis là, comme la route était dégagée, j'ai appuyé un petit peu sur le champignon, et puis ma foi, c'est là que j'ai eu des difficultés. Michel connaît la loi, mais vu les circonstances, le stress, la peur d'arriver en retard, il prend le risque d'accélérer en connaissance de cause sur cette route bien dégagée. Il sera flashé à 122 sur une route à 80. D'habitude, je respecte la vitesse. C'est la première fois pour moi, donc c'est pas une habitude, hein, c'est sûr. Donc, en fait, vous aviez un train à prendre, si j'ose dire. Ben, en fait, j'avais un train à conduire, surtout. Et puis, le train est parti à l'heure, mais malheureusement, j'ai payé cher pour ça. Sans permis de conduire, il doit trouver des solutions. Grâce à un chef compréhensif, il peut aménager ses horaires. Il a même dormi sur place sur un lit de fortune quand il fallait prendre un service de nuit. Résultat, 3 mois de retraite permis et 900 francs d'amende, plus les frais. Donc, pas de circonstances atténuantes pour Michel, et pourtant, il n'a rien d'un chauffard. Moi, je trouve que c'est abusif. Donc, quand vous avez un système qui abuse de vous, il ne faut pas trop nourrir le système, sinon vous le fortifiez, le rendez plus puissant, et puis il devient plus exigeant. Donc moi, j'ai décidé de ne pas jouer le jeu, si je peux dire ça, de ne pas soutenir cette politique, et puis de faire la prison, tout simplement. Si Michel a passé l'obstacle des 3 mois de retraite permis sans trop de problèmes, il n'a pas encore reçu sa convocation du service pénitentiaire. Il fait partie de ces gens qui ressentent surtout un fort sentiment d'injustice face aux sanctions pénales et administratives.
D'autres font le choix de conduire malgré tout sans permis car souvent leur vie professionnelle en dépend. Ils ne sont pas dans le déni mais pour eux, pas question d'accepter la sanction. J'estime, bien sûr, j'ai enfreint les règles, j'étais un peu trop vite, voilà, c'est tout. J'ai mis personne en danger. Les conditions de la route étaient parfaites, donc j'estime que la peine est exorbitante par rapport à ce que j'ai fait. Effectivement, on voit de plus en plus, avec la sévérité en matière de retrait de permis, on voit de plus en plus des gens se dire « bon, ma foi, tant pis, je roule et puis on verra bien ». J'entends effectivement des clients me dire « écoutez, maître, de toute manière, moi, 24 mois sans permis, c'est simplement pas possible, je conduirai ». Et moi de lui dire « mais monsieur, c'est une catastrophe, parce que si vous conduisez sous retrait, vous serez récidiviste, et puis le sursis sera révoqué, et puis ça part en boule de neige ». Et le client de me répondre « ma foi, qu'est-ce que vous voulez, maître, j'ai pas le choix, je prends le risque ». Mais je continue à conduire. Malgré tout. Malgré tout, parce que c'était fondamentalement injuste, et puis donc je prends sur moi de conduire. Si je suis sous retrait de permis de conduire et que je prends le risque de conduire sous ce retrait, avec la problématique assurance que je risque d'avoir si j'ai un pépin, parce que si je suis impliqué dans un accident, je veux dire, tout va s'effondrer. Mon assureur va dire « ok, mais vous n'aviez pas de permis, donc comment vous allez nous rembourser ?» J'ai déjà été contrôlé 3 fois, effectivement, sans aucun problème. Ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. Mais vous faites comment alors? J'ai développé des stratégies qui sont imparables, qui sont très très efficaces. Je ne vais pas vous en parler là maintenant pour ne pas mettre la puce à l'oreille à qui que ce soit. Mais je peux très bien rouler, même avec des contrôles de police, ça ne fait aucun problème. Mais pas donner une petite piste ou un petit truc, non? Non, c'est exclu. Non, du tout. N'insistez pas. Bon, puis maintenant, là, vous reprenez votre voiture, là? Oui, je prends ma voiture comme d'habitude, sans aucune difficulté. La première cause des accidents de la route, c'est la vitesse. C'est pour cette raison que le législateur a encore durci la loi en 2013, avec des effets positifs. 269 décès en 2013 contre 1700 au début des années 70. Les zones de travaux sur autoroute sont spécialement exposées aux accidents et les ouvriers qui y travaillent particulièrement vulnérables. La police y effectue régulièrement des contrôles. Alors ils mesurent toutes les voitures, toutes celles qui passent, ils sont prises. Et si elle est flèche, vous avez 2 colonnes ou 3, selon ça c'est les voies. Voilà, celui qui est à 90, ça veut dire qu'il est en train de dépasser. Il est sur la voie de dépassement. Voilà, là on en a nous un 110 sur la voie de dépassement. On a un peu tendance à oublier qu'un décès sur les routes, c'est toujours un décès de trop et ça a surtout des conséquences extrêmement graves pour l'entourage, pour la famille, pour les proches, pour la société en général. Les coûts induits des accidents de la route, c'est près de 10 milliards par année en Suisse. Et donc si on arrive à diminuer ce chiffre, ce nombre d'accidents, ce sera bénéfique pour tout le monde. On entend souvent dire que les radars sont des machines à faire du fric et que les amendes ne servent qu'à remplir les caisses de l'État. D'une part, la police cantonale n'a aucun objectif financier à réaliser avec les contrôles de vitesse. D'autre part, sur la trentaine d'emplacements de contrôle fixe qu'on a, on n'a qu'un tiers qui sont équipés en permanence d'un appareil de mesure. Si le canton de Vaud, respectivement la police cantonale, voulait faire du chiffre, on aurait équipé tous les points de contrôle de calculateurs et de lasers, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La prévention et la répression demandent des moyens, car la sécurité routière a un prix. Dans ce cas, les choix politiques des cantons sont déterminants. Bernard Favrat, directeur de l'UMPT, l'unité de médecine et psychologie du trafic, en a la conviction. Toutes ces mesures ont un effet. Par exemple, on voit qu'en 2013, on a obtenu la mortalité sur les routes qu'on avait en 1940. Donc et avec une augmentation évidemment énorme du parc automobile. Alors c'est vrai que quand même, il faut reconnaître que malgré ça, toutes les 2 heures, on a un accident en Suisse avec un blessé grave et puis ou un décédé. Et donc, ça veut dire que ces personnes-là, il y a des familles autour et on sait que les personnes qui sont impliquées avec un membre de la famille qui a un accident grave, ces personnes vont elles-mêmes souffrir de dépression, vont elles-mêmes aller consulter un médecin, avoir des problèmes, des douleurs chroniques. Donc ça, en termes de santé publique, c'est énorme l'impact que peut avoir ces accidents. C'est ici, à l'EMPT, que les chauffards sont envoyés par le service des
des autos dès que le retrait de permis est prononcé pour une expertise psychologique qui servira à déterminer si on est en face de fous furieux. Mais comme celui-là, d'accord ? La plupart, dans ce qu'on a vu jusqu'ici, me semble-t-il, n'ont pas d'antécédents. Donc, on n'a qu'un comportement délictueux qui est certes énorme, mais donc c'est difficile de se dire a priori, oui, c'est un fou furieux. C'est un très brave homme, courtois, ponctuel et honnête. Bonjour, monsieur piéton. Pour ce qui est du comportement des automobilistes, rien de nouveau. En 1954 déjà, le dingo de Walt Disney, si courtois dans la vie de tous les jours, subissait une sévère mutation en entrant dans sa voiture. Monsieur Piéton est envahi par un irrésistible sentiment de puissance. Sa personnalité tout entière se métamorphose. Il se transforme instantanément en un monstre incontrôlable, en un conducteur démoniaque. Monsieur Piéton est devenu Monsieur du volant, l'automobiliste. C'est vrai que moi j'ai été très étonnée de voir qu'il y avait autant de personnes concernées par des excès aussi importants. En voyant la loi, je me suis dit on va en voir quelques-uns par année. Personne ne va rouler à 100, plus de 100 en ville. Et toi, tu sais même pas où tu vas, sombre crétin! Et en fait, on en a beaucoup plus que ce que j'imaginais. Donc, effectivement, c'est pas nécessairement des fous furieux quand on les voit en expertise, en tout cas. Donc, pour cette première partie, ça va très bien. L'entretien psychologique sera complété par une batterie de tests. Et c'est à partir de cette expertise que le service des autos décidera si le chauffard pourra récupérer un jour son permis de conduire. La partie la plus dangereuse de l'automobile, c'est celui qui est derrière le volant. C'est lui. Et puis, on n'est pas innocent de nos comportements. On est responsable de nos comportements. Alors, si moi, j'ai envie de m'acheter une Porsche, parce que j'aime bien Porsche et que c'est une voiture magnifique, je vais savoir que rouler sur les routes suisses, ça me posera d'énormes problèmes. Par contre, ça me permet peut-être d'aller sur un circuit et de m'éclater. Mais il y a un paradoxe. Effectivement, et là, on est aux frontières de ce qui est logique. Si la plupart des excès de vitesse sont commis par des hommes, se glisse parfois dans ce troupeau de mâles pressés et testostéronés une femme qui partage avec ces derniers un certain goût pour la vitesse au volant. Je me suis jamais vraiment vanté que je conduisais un peu comme une sauvage. C'est par un dimanche de pluie sur l'autoroute que Marie se fait remettre à l'ordre en passant devant le radar fatal. Elle a vu le poste laser en approchant d'une aire de repos, juste trop tard. Marie roulait vite, très vite, trop vite. J'étais environ à 160 au lieu de 120. C'était une vitesse habituelle pour vous? C'était une moyenne, oui. Parce que en général, je roulais même plus vite. Et juste avant, je roulais plus vite, simplement que là, j'ai dû ralentir pour pouvoir dépasser. Donc c'est l'arrêt qui a juste là-bas, en fait. C'est ce bruit-là que j'aime quand les voitures font. J'ai toujours grandi avec mes cousins, avec mon frère, il y a 4 garçons. Du coup, tout ce que j'aime en général, c'est un peu les trucs de mecs, en fait. Parce que souvent, quand j'en ai eu parlé avec mes copines et tout, elles comprennent pas en fait le principe de conduire vite. Vous aimez conduire vite? J'adore ça. J'aime la vitesse. Encore aujourd'hui? Oui, j'aime, je le fais pas, mais j'aime toujours. J'aime même être dans les voitures des gens qui conduisent vite. Vous n'avez pas peur? Non. Non, j'aime bien. Alors, ça vient d'où cette passion de la vitesse? Franchement, je sais pas vous dire. Dans ma famille, on est un peu tous comme ça, donc je me dis c'est peut-être une histoire de famille, je sais pas du tout. Mais j'ai toujours adoré ça en fait. Mais avec la passion des voitures aussi? Non, pas du tout. La vitesse, rien que la vitesse. Marie reste une puriste dans son genre. Résultat des courses, une avalanche d'amendes après un moment de grâce et d'impunité grâce à ou à cause de la chance. J'ai eu mon permis en 2005, j'avais 19 ans. Donc j'ai eu ma première voiture en 2006, j'ai toujours conduit plus ou moins vite, pas attaché, enfin j'ai toujours été comme ça, mais j'ai jamais rien eu. Même amende de parquage, j'ai jamais rien eu. Puis en 2011, je suis partie à Fribourg, et puis Fribourg, c'est pas le Valais. À mon avis, ils sont un peu plus stricts, donc là, ça a commencé à couler les amendes. Amende de vitesse, amende de parquage, enfin j'ai eu passé au feu orange, je me suis fait flasher, j'ai un peu tout eu.
Puis après, bon, c'est l'escalade. Hein, après, c'est les retraits. Donc après, oui, c'est l'escalade. Mais le premier retrait, j'ai eu moins cher que ce que je pensais. Parce que j'ai eu l'amende de vitesse, j'ai eu les frais administratifs du canton du Valais. Et puis, je crois que c'est... C'était combien? En tout, je crois que j'ai payé 450 francs, environ. Le deuxième, c'était un peu plus cher parce qu'en tout, j'ai payé 1500. Vous avez fait un peu le compte de tout ce que ça vous a coûté? J'ai fait et j'ai vendu ma voiture après ça. Donc aujourd'hui, petite voiture. Petite voiture, 82 chevaux, tranquille. Elle va bien? Tip top. C'est difficile de faire des excès avec ça? Oui, je respecte. Alors ça sert à quoi d'avoir des voitures qui font 200 chevaux? Je pense que c'est pour... c'est agréable d'être dans ce genre de voiture, en fait. C'est déjà, pour moi, en fait, pour les Golf, par exemple, je trouve que c'est la classe d'avoir une Golf. Dedans, on est bien, c'est réactif, ça va vite. Il y a toutes les manettes au volant, enfin, c'est agréable. Lorsque je me serai un peu calmée, puis que je vais pouvoir changer de voiture, je vais reprendre une voiture puissante, à mon avis. C'était une voiture puissante, hein? Très puissante, ouais. C'est-à-dire? Elle avait 180 chevaux, et puis c'était une 1,4 litre, donc à peine on effleurait le champignon qu'elle volait déjà. Si on avait laissé faire Marie, elle assurerait encore aujourd'hui une moyenne allant bien au-delà des limites acceptables avec sa petite bombe sur 4 roues. Je dois le dire aussi, et c'est mon expérience, pour certains types de conducteurs, il n'y a que la répression qui va jouer. La grande question en matière de comportement routier, c'est pourquoi la peine ne diffère pas entre un excès de vitesse avec ou sans conséquence? Bah écoutez, si je sors, là, si je quitte l'office, je m'arrête au stop, je suis encore un peu perturbé par les questions que vous m'avez posées, auxquelles j'ai tenté de répondre, pas tout à fait attentif. Je m'engage un peu de façon hasardeuse, 2 motards arrivent, c'est les beaux jours qui sont là. Le premier motard, j'ai de la chance, c'est Thomas Lutti qui se promène par là, il fait un freinage de compétition. Il vient s'érafler sa combinaison contre mon aile. Mais celui qui est juste derrière, qui vient de sortir sa grosse moto, pas trop l'habitude, qui freine mal, qui glisse, qui vient sans emboutir ma porte et qui se retrouve au mieux tétraplégique, au pire il meurt sur place, mais ma faute par rapport au premier ou au deuxième motard, elle sera parfaitement identique. Il n'y a pas de différence, c'est toujours une même petite faute qui peut aboutir à rien, ou quasi rien, ou à un drame. C'est la seule infraction dans tout le droit suisse où on a une peine minimale d'1 année sans avoir de résultat qui est exigé. Donc pour ce qu'on appelle une mise en danger abstraite. Ouais. En l'occurrence, on est très sur le plancher des vaches, on est très dans le concret, on essaye de protéger la vie des gens contre les quelques cas, comme vous l'avez dit précédemment, rares mais extrêmes. Nous l'avons trouvé, le cas rare. Pas vraiment un cas via Sicura, il n'a pas eu l'occasion d'aller jusque-là. Il s'est fait arrêter avant que le couperet de la loi ne le range dans la catégorie chauffard. Loïc, lui aussi, aimait rouler vite. Son fantasme, c'était de foncer sur l'autoroute en toute impunité, un peu comme une voiture de police en urgence avec feu bleu qui ouvre la voie, comme à la télé. Je regardais en fait l'émission Alerte Cobra, donc une série de télévision. Et sur cette série de télévision, ils avaient posé des feux bleus tout bêtement. J'ai dit oh, bon, il faut que j'essaye une fois. Et en essayant, poser des feux bleus sur le pare-brise que j'ai acheté à Brico Loisir, c'est des petites LED rectangulaires qu'on trouve pour 30 francs, hein, pas plus. Et donc j'ai posé ça sur le pare-brise. L'idée était d'essayer en fait de voir si les gens se poussent sur l'autoroute ou pas, quoi, au départ. Pourquoi? Vous en avez marre de rester derrière des voitures? Alors oui, quand ça avance pas, oui, quand ils avancent sur la 100 sur la voie de gauche, effectivement, quand ils avancent tous, ils avancent plus à 120 sur la droite que sur la gauche, quoi. Et vu qu'on ne peut pas doubler par la droite officiellement, sinon c'est 3 mois de retrait, donc poser des feux bleus et puis pousser les gens, quoi, depuis la gauche. Depuis la gauche, les rabattre sur la droite. Vous n'êtes pas posé la question si c'était autorisé ou non? Alors non, effectivement, je ne me suis pas posé la question. Je suis parti comme ça, tête baissée.
les gens se poussaient, quoi, freinaient, se rabattaient, laissaient passer. J'allais jusqu'à mettre toutes les 3 secondes, j'ai un appel de phare pour jouer vraiment le jeu. Et les gens se déplaçaient sans problème, quoi. Pour finir, j'ai dit, bon, on arrête un moment les conneries. On se tasse un peu l'histoire, on sait jamais. Et puis le soir même, j'ai recommencé. Donc ça a repassé, donc ça marchait vraiment bien. Le 3e jour aussi. Et le 3e jour, j'avais des copains avec moi. Et là, c'était le moment où les gendarmes arrivent sur le côté. Bon. 7 motards qui sont derrière moi, donc deux devant, puis les restes derrière, quoi, qui vont vraiment bloquer la voiture, quoi, pour style un peu genre criminel, quoi. On ne lui retire pas immédiatement son permis de conduire, mais cette histoire lui vaudra 6 mois de retrait pour vitesse excessive et utilisation illicite de feu bleu. Il récidive avec une perte de maîtrise de véhicule sur l'autoroute. Du coup, son permis est annulé pour 2 ans. Et là, Loïc doit repasser son permis, ce qui va lui coûter très cher. Alors oui, ça commence à faire des jolis prix, hein. On peut compter, je pense, en comptant les psychologues, en comptant les frais administratifs avant, en comptant le renouveau de faire la demande du permis, de reprendre le permis, je pense qu'on peut compter facilement 1500, 1700 francs. Ouais. Et depuis, son problème à Loïc, c'est pas les excès de vitesse. Son problème, c'est les autres. Les autres qui font des excès de vitesse sur la route, entre autres infractions. Alors il dénonce. Oui, je dénonce parce que maintenant j'en ai marre. Je me suis fait dénoncer, paraît-il, par des témoins pour mes feux bleus. Et puis c'est ma petite vengeance dans un sens. Donc j'avais fait ça 1 mois, j'ai fait ça 2 mois. Pour finir, je me suis calmé et puis là, je reprends gentiment à faire des dénonciations. Mais j'en fais pas tous les jours non plus. Puis je fais vraiment si c'est intéressant. Sinon, ça vaut pas la peine de dénoncer pour dénoncer, quoi. Aujourd'hui, Loïc semble avoir compris. Il respecte scrupuleusement les limitations de vitesse. Il sait que sans permis, il perd complètement son autonomie. Appel en fréquence, Lux 69, Lux 69 mobile, appel à toutes les stations pour Lux 69 mobile, appel écoute. Le break en avant pour Lux 69 et Maccabée. Et finalement, que retiennent nos témoins de leur expérience malheureuse? Un constat? Une leçon? Alors, des gens qui abusent, qui font des excès, il y en aura toujours. Et c'est pas en contraignant, en faisant plus de contraintes, en faisant plus de répression qu'on va les arrêter. Ça m'a mis un peu du plomb dans la tête, comme on dit. Cette punition me sert de garantie que je ne recommencerai pas. On retrouve le jeune Nicolas, le recordman de l'été avec ses 191 km/h en moto. Il semble avoir compris, mais n'a pas tout à fait mesuré, semble-t-il, les conséquences de son fol excès de vitesse. Sa mère confirme. Quand je suis allée le chercher au poste, la première chose qu'il m'a demandé, je ne sais pas s'il s'en souvient, mais il m'a dit tu penses que je pourrais toujours être flic? Je lui ai dit je sais pas, maintenant tu as un casier. Voilà. En fait, c'est ça. Je me dis voilà, un jeune garçon qui finalement n'a jamais rien fait, n'a jamais eu de soucis avec, jamais de problème. Aujourd'hui, il a un casier. De quoi faire réfléchir le motard ou l'automobiliste en quête de sensations fortes. Mais on remarque quand même qu'au fil des mesures de ce genre qu'on a pris, on diminue chaque fois de plusieurs dizaines de morts par année le résultat. La réponse de la statistique est sans appel. Bien sûr, l'objectif n'est pas d'atteindre le niveau irréel de 0 mort sur les routes suisses. Pourtant, le père de famille en situation d'urgence, comme le fou furieux de la route, resteront dans le collimateur de la justice. Et dans un avenir proche, un juge n'aura pas d'autre choix que de condamner le chauffard récidiviste à 12 mois de prison ferme. Via Sicura oblige. De nouvelles encore, la loi devrait être rectifiée prochainement pour permettre aux véhicules de police et de secours de foncer sans limite de vitesse lors de leur mission. Et un groupe de citoyens a annoncé le lancement d'une initiative visant, je cite, à supprimer les sanctions disproportionnées de Via Sicura. Fin de citation. Et vous, qu'avez-vous à en dire? Est-ce que dans ce débat, on n'a pas tendance à oublier les premières victimes, celles de la route? La répression n'est-elle pas finalement la seule mesure qui marche? Nous ouvrons la discussion sur le forum de temps présent. André Demière, chef du service des mesures administratives de circulation du canton de Fribourg, participera au débat. Vous l'avez vu dans ce reportage. N'hésitez pas à l'interpeller de manière constructive et conforme aux règles de bienséance de notre forum.
Excellente soirée à vous tous, très belle semaine et à bientôt.